Bonjour chers élèves de 5e, j'espère que vous allez bien, que vous et tous vos proches sont épargnés par le méchant virus qui circule. Une petite info pour commencer, l'épreuve commune d'histoire et géographie qui devait avoir lieu à la rentrée est annulée, il y a trop d'incertitudes sur la date, donc l'équipe d'Histoire Géo a décidé d'y mettre fin. Je vous félicite de suivre ces vidéos, c'est pas un exercice facile, c'est plus un exercice de lycéen. Beaucoup d'entre vous, voire la majorité, sont capables de suivre ces exercices, je vous en félicite. Il s'agit de développer votre mémoire auditive, ce que vous entendez, et votre mémoire qu'on peut appeler sémantique ou cognitive, c'est-à-dire ce que vous comprenez. Revenons en histoire. Nous allons voir un long cycle d'histoire du Moyen-Âge qui va vous expliquer la construction de l'État royal sous la dynastie des Capétiens. Je vous demande de faire appel à votre mémoire. On s'est quitté en histoire avec la fin des Carolingiens, avec les successeurs de l'empereur Charlemagne. Les successeurs de l'empereur Charlemagne sont devenus des rois faibles. Ils doivent faire face au péril des invasions des Hongrois, des Sarrasins et surtout des Vikings. Et à la faveur de ces invasions, comme je vous l'ai expliqué, de grands propriétaires de fiefs, ces territoires qu'on avait donnés à des vassaux, se considèrent comme quasiment autonomes, n'obéissent plus au roi de France. Comme vous le savez, ces propriétaires de fiefs, qu'on appelle des feudataires, sont pourtant les vassaux du roi. Ils lui doivent la cérémonie de l'hommage, mais ils n'y vont pas. En revanche, de grands propriétaires de fiefs, des princes, se sont illustrés dans la lutte contre les Vikings. Il s'agit notamment des comtes et des ducs de Paris, ceux qui descendent de Robert le Fort, qui a réussi à défendre Paris contre les raids des Vikings. En 987, à la mort du dernier roi carolingien Louis V, les grands seigneurs du royaume élisent un descendant de Robert le Fort, sous le nom du Capet. En 987, s'installe donc sur le royaume de France une nouvelle dynastie, les Capétiens. C'est la plus importante dynastie des rois de France. Elle va donner des rois jusqu'au XIXe siècle, soit de façon directe, jusqu'en 1328, soit de façon indirecte, sous le nom des Capétiens valois, et sous le nom ensuite des Capétiens valois-bourbons. En effet, en 1328, le dernier roi capétien, Philippe IV le Bel, n'a pas de successeur direct. Il meurt et il laisse 3 fils. Le grand travail, l'obsession des rois capétiens, c'est d'avoir un fils à leur mort en état de leur succéder. On a parlé de miracle capétien. Tous les rois de France capétiens, à leur mort, ont eu un fils en état de leur succéder. On peut même dire que c'est là le principal travail, c'est le métier de la reine. Donner au roi un fils en état de le succéder. Pour ceux qui peuvent comprendre cette expression, on parle de patrilinéarité et de primogéniture. On se succède de père en premier fils, primogéniture, et de patrilinéarité, de père en fils. En effet, les filles sont exclues du royaume de France. Voyons pourquoi. Revenons-en à Philippe IV le Bel. Philippe IV le Bel meurt en 1314 d'une fièvre. Sa descendance a été maudite. Il a fait brûler le grand prêtre des Templiers, Jacques II de Molay. Et Jacques II de Molay l'a maudit. À cette époque, on ne prend pas les malédictions au hasard, chers élèves. Philippe IV le Bel meurt rapidement après. Il laisse 3 fils en état de lui succéder. Son fils aîné, Louis X, lui succède. Comme il est de petite taille, on le surnomme Louis X le Hutin. Il meurt très rapidement, probablement empoisonné. Mais avant de mourir, il a eu le temps de mettre sa femme enceinte. On attend la naissance de cet enfant. Cet enfant est un fils. Il va régner quelques mois sous le nom de Jean Ier, le posthume. Posthume parce qu'il est né après la mort de son père. Le jeune bébé, le jeune nourrisson, mourra lui aussi quelques mois plus tard, empoisonné, sans fils. La couronne va revenir à un deuxième fils de Philippe IV le Bel. Philippe V, comme il est de grande taille, on va le surnommer Philippe V le Long. Il mourra ensuite, quelques mois plus tard, sans descendance masculine, sans fils.
Les poisons règnent en maître à la cour du roi. La couronne va être transmise à son troisième frère, Charles IV, qui a hérité du physique majestueux de son père. On va le surnommer Philippe IV, Philippe V le Bel. Charles IV le Bel, pardonnez-moi. Charles IV va mourir quelque temps plus tard, empoisonné. Et la couronne se retrouve sans transmission masculine directe. Gros problème, c'est que Philippe IV le Bel avait un autre enfant, une fille, Isabelle de France, qui avait été mariée au roi d'Angleterre, Édouard. Et Édouard et Isabelle avaient eu un fils. Et le roi d'Angleterre va réclamer la couronne de France aux Français pour son petit-fils. En effet, ce petit-fils est le petit-fils de Philippe IV le Bel. Les Français sont très ennuyés. Ils devraient remettre la couronne à un Anglais. Mais ils vont sortir un vieux droit coutumier qui dit que les femmes ne font pas planche. La couronne, c'est comme une terre, et les femmes ne font pas planche, c'est-à-dire que ne transmettent pas la couronne de France. Et ils vont préférer, les grands seigneurs français, donner la couronne de France à un neveu de Philippe IV le Bel, Philippe de Valois. Ça va être la fin des Capétiens directs et la naissance des Capétiens valois. Bien évidemment, les rois d'Angleterre ne vont pas l'entendre de cette oreille, chers élèves. Et va commencer un conflit qui va durer 100 ans entre la couronne d'Angleterre et la couronne de France. Ce conflit est dynastique. Revenons-en au début des Capétiens. Au début, les Capétiens sont des rois faibles, chers élèves. Bien évidemment, ils ont été élus par les grands seigneurs. Bien évidemment, la puissance territoriale des grands seigneurs fait qu'ils n'obéissent à personne. Et donc, au début, les premiers Capétiens ne règnent en fait que sur un tout petit territoire, grand comme l'Île-de-France actuelle. Ce territoire, c'est le domaine royal. Le domaine royal, c'est le territoire sur lequel le roi est le principal seigneur. Mais les Capétiens ont deux avantages. Premier avantage, c'est qu'ils ont le soutien du clergé. Le clergé représente, comme vous le savez, les hommes les plus influents, les hommes les plus cultivés du royaume. Et surtout, le roi capétien est un roi sacré, ce qui lui donne un avantage moral considérable. Qu'est-ce que le sacre? Je vous l'ai déjà expliqué, je me permets de vous le rappeler. C'est assez compliqué. Le sacre est une cérémonie religieuse qui fait du roi de France officiellement le roi. Ça fait du roi de France l'homme qui est choisi, l'élu de Dieu. On parle à cette époque de lieutenant de Dieu sur terre. En vouloir au roi, c'est en vouloir à Dieu une fois que le roi est sacré. Vous imaginez cet avantage considérable. Le sacre commémore le baptême de Clovis, que je vous ai expliqué. Et comme c'était l'ami de Clovis, l'évêque de Reims, qui avait baptisé Clovis, le sacre est mis en scène par l'évêque de Reims. Imaginez, au moment où le roi est sacré, à différents âges, au fil des temps, ça sera vers votre âge, 12, 13 ou 14 ans, lorsqu'il est sacré, en grand équipage, l'abbé de Saint-Denis emmène l'ampoule de sacre, la sainte ampoule, les ornements de la royauté, depuis l'abbé de Saint-Denis, où ils sont conservés, jusqu'à la cathédrale de Reims. Le sacre se fait en 3 grandes étapes. À cette époque, au Moyen-Âge, on croit à la parole donnée. C'est essentiel de donner sa parole. Donc la première étape du sacre, c'est un échange de serments. Les grands seigneurs, dans la cathédrale de Reims, s'engagent, font le serment et jurent fidélité collectivement au roi de France. Le roi, ensuite, jure fidélité aux églises de France. La deuxième étape est l'étape la plus importante. C'est là qu'intervient l'évêque de Reims. L'abbé de Saint-Denis a emmené depuis la basilique de Saint-Denis, à côté de Paris, jusqu'à Reims, 70 km, la fameuse Sainte Ampoule. Cette fameuse ampoule envoyée par une colombe le jour du baptême de Clovis. Cette Sainte Ampoule est une ampoule magique. C'est de l'huile qui nous vient de Dieu en personne. Son niveau ne diminue jamais. L'évêque de Reims enduit le roi à différents endroits du corps, ce qui correspond au ganglion comme je vous l'ai expliqué. L'huile glisse sur la personne du roi. On parle d'onction. C'est le pouvoir de Dieu qui touche le roi.
partir de ce moment-là, il n'a plus rien à voir avec l'ensemble des habitants du royaume. Il est choisi par Dieu. La cérémonie du sac commémore ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, première partie de la Bible, où c'est un roi de l'Ancien Testament, le roi Melchizedès, probablement 6 siècles avant Jésus-Christ, qui était lui-même enduit d'huile pour le pouvoir de Dieu. La troisième étape du sac, celle qui est la plus connue, c'est la remise des insignes, les éperons d'or, le manteau de sacre et surtout la couronne qui est fermée en signe d'unité. Le roi a le pouvoir ensuite magique de guérir cette terrible maladie qu'on appelle les écrouelles. Seul le roi a ce pouvoir. Les insignes de la monarchie sont très importantes, notamment la fleur de lys, qui est l'emblème des Capétiens. Alors les historiens se perdent en interprétation. D'où vient cette fleur de lys? Une des interprétations la plus réaliste est de dire que la fleur de lys correspond à l'iris jaune. L'iris jaune est une fleur qui était dans les marais, qu'on a trouvée au moment de la bataille de Vouillers, qui a opposé Clovis aux Visigoths. Et comme Clovis, contre toute attente, a gagné contre les Visigoths, il aurait ramassé cette fleur et on aurait fait un emblème de ses descendants, les rois. Bref, les rois de France ont petit à petit comme mission de conquérir leur propre pays, de conquérir leur propre autorité sur les Français, et notamment sur ces grands seigneurs, ceux qui ont des fiefs. Souvenez-vous le cours que je vous ai infligé sur la cérémonie de l'hommage, qui met en rapport un seigneur supérieur, le suzerain, un seigneur inférieur, le vassal. Et le vassal est obligé de s'agenouiller et mettre les deux mains jointes en signe de soumission dans les mains de son seigneur, le suzerain. Alors les rois capétiens vont tirer parti de cette cérémonie et exiger petit à petit, au fil des siècles, l'hommage à chacun de leurs grands seigneurs, leurs grands vassaux. Et le clergé va s'appuyer sur cette cérémonie de l'hommage pour renforcer le pouvoir du roi. Le roi, petit à petit, va devenir le suzerain de tous les suzerains et va devenir ce qu'on appelle le souverain. Son autorité ne pourra plus être contestée. Alors, ça va mettre des siècles, chers élèves. Ça va se durer surtout au XIe, XIIe, XIIIe siècle, où le pouvoir des rois va se renforcer. Comment? Eh bien, les rois de France, petit à petit, vont exiger que les grands seigneurs viennent faire à la cour, en public, la cérémonie de l'hommage. Le roi Philippe Auguste va faire de Paris le gouvernement du royaume, la capitale du royaume. Il va en construire un palais sur l'île de la Cité, là où est construit Notre-Dame, à Paris. C'est pour ça que j'aimerais que vous me suiviez en regardant votre livre, page 119. Le roi Philippe Auguste va faire une guerre systématique à tous les seigneurs qui lui refusent l'hommage. Avant lui, un de ses ancêtres, le roi Louis VI, dit le Gros, a été un grand roi. Il a fait 20 ans de guerre à tous les seigneurs de l'île de France. Il les convoquait pour l'hommage, et si ceux-ci refusaient de lui donner l'hommage, il leur faisait la guerre comme traîtres et félons. Et il prononçait ce qu'on appelait la commise du fief. Qu'est-ce que la commise? La commise, c'est le fait que, comme on vous a donné un fief, si jamais vous ne donnez pas l'hommage, on vous retire le fief. Et ainsi, le roi Philippe Auguste reprend la tradition qu'avait inaugurée le roi Louis VI le Grand. Alors le roi Philippe Auguste va convoquer un de ses grands propriétaires de fief qui n'est autre que le roi d'Angleterre. En effet, chers élèves, le roi d'Angleterre possédait des fiefs en France. Il les possédait notamment la Normandie, depuis le duc Guillaume le Conquérant, qui avait fondé la dynastie des rois anglaises, mais les rois anglais continuaient à posséder la Normandie. Donc le roi d'Angleterre devait l'hommage pour la Normandie au roi de France. Le roi de France les convoquait fréquemment et jamais les rois d'Angleterre ne venaient. Un souverain ne pouvait pas s'abaisser à être le vassal d'un autre souverain. Les rois d'Angleterre possédaient aussi l'Aquitaine. En effet, dans le passé, Aliénor d'Aquitaine, qui était la femme du roi Louis VII, en seconde noces, avait épousé le roi d'Angleterre Henri II Plantagenet. Et Henri II Plantagenet avait ainsi récupéré l'Aquitaine, le sud-ouest de la France. Donc le roi d'Angleterre était le principal
prince, le principal vassal du roi de France, et il ne venait jamais rendre l'hommage. Le roi Philippe Auguste, exigeant l'hommage du roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion pour la Normandie, va tirer prétexte, et c'est un prétexte tout à fait justifié, que le roi d'Angleterre refuse de lui rendre hommage pour lui faire la guerre. Et c'est ainsi qu'on va confisquer la Normandie, après la défaite anglaise de Château-Gaillard, qu'on va confisquer la Normandie au roi d'Angleterre, qui va donc, la Normandie, intégrer le domaine royal. Le roi Philippe Auguste était un grand roi. Il va battre les Anglais, le comte de Flandre, l'empereur d'Allemagne Otto Ier, vous excuserez du peu, à la terrible bataille de Bouvines, le dimanche 4 juillet 1214. Et il va ainsi étendre la puissance du domaine royal. Un petit éclairage également sur le roi Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis. Alors, Saint-Louis est un roi étrange, il était très pieux, très croyant. Il va se lancer avec son host, c'est ainsi qu'on appelle l'armée du roi de France, l'armée des vassaux, l'armée qu'on ne réunit que du printemps à l'été, ce qui est une armée de cavaliers qui a besoin d'herbe pour nourrir les chevaux. Il va réunir l'host pour faire 2 croisades. Dans une de ces croisades, il va acheter à l'empereur byzantin des reliques qui viennent de Jésus-Christ. Il va acheter un morceau de la vraie croix et la couronne d'épines. Et il va bâtir dans le château du roi, sur l'île de la Cité, une chapelle, une sainte chapelle pour accueillir ces reliques. Ces reliques ont été transférées, en 1802 par Napoléon Ier à Notre-Dame de Paris, située une centaine de mètres plus loin. Hélas, l'incendie de Notre-Dame a fait qu'on a évacué ces reliques de nos jours au château du Louvre. Pour revenir sur les reliques des rois de France, j'aimerais bien vous demander de visiter, de regarder. Vous vous demandez qu'est devenue la Sainte Ampoule. Eh bien, il en existe un exemplaire de cette Sainte Ampoule qui contient l'huile sacrée dans la cathédrale de Reims. Mais ce n'est qu'une copie. Il est vraisemblable que la Sainte Ampoule originelle ait été détruite. Elle était conservée à l'abbaye de Saint-Denis. Et pendant la Révolution, les révolutionnaires qui détestaient les rois, pendant la période dite de terreur, ont envahi l'abbaye de Saint-Denis. Ils ont fracassé la Sainte Ampoule. Et ils ont sorti toutes les tombes des rois. En effet, tous les rois de France capétiens sont enterrés à l'abbaye de Saint-Denis. Ils ont sorti les tombes qu'on appelle les gisants, sorti les corps et les cadavres, les ont exposés dehors. Il est fort probable que les chiens de Paris sont partis avec les os des rois de France. Napoléon, l'apprenant, fait récupérer les os qui traînent et les met dans un ossuaire, un mur, qui contient tous les os des rois capétiens. Seul un roi a été épargné par la fureur des révolutionnaires, le roi Henri IV, qui était réputé être proche du peuple. Revenons-en, hélas, à ces histoires de dépouilles des rois de France, le roi Saint-Louis. Le roi Saint-Louis est mort lui-même lors de la 8e croisade, en 1270, au siège de Tunis. Peut-être est-il mort de la peste, peut-être est-il mort de la dysenterie. Son corps a été rapatrié, et en Sicile, il a été ébouillanté, son cadavre, on a détaché les chairs, et on a simplement enterré dans l'abbaye de Saint-Denis son squelette. Voici pour les corps des rois de France, chers élèves. Mais revenons-en à nos dynasties capétiennes. Si vous avez bien compris, petit à petit, au fil des siècles, les Capétiens augmentent leur pouvoir. Ils s'installent au palais du roi, sur l'île de la Cité, avec leur cour, entourée de leurs seigneurs. Et la cour, petit à petit, va se diversifier en différents organes pour régir le royaume, pour diriger le royaume. Il y aura le Parlement, qui sera une cour de justice, le Conseil du roi, qui va aider le roi dans les affaires de commandement et de politique, et il y aura la Cour des comptes, pour régler les problèmes financiers, et notamment les levées d'impôts. Ces rois de France vont devoir affaire à un autre type d'adversaire. Et là, je vais vous faire une petite parenthèse.
sur le roi Philippe IV le Bel, dont je vous ai parlé dans la première partie. Le roi Philippe IV le Bel, lui aussi, va continuer à accroître l'administration royale. Il va continuer à faire ce qu'avait fait déjà Saint-Louis, nommer dans chaque province des envoyés du roi qu'on appelle les baillis et les sénéchaux. Bailli vient du terme bailler, qui veut dire au Moyen-Âge demander. Les baillis et les sénéchaux représentent le roi dans toutes les provinces. Petit à petit, ces provinces sont soumises au roi, même si elles sont possédées par des grands seigneurs qui vont devoir l'hommage au roi. Systématiquement, chaque année, le roi appelle ces grands seigneurs qui, dans une cérémonie publique, lui font la cérémonie de l'hommage. Le roi Philippe IV le Bel va continuer l'œuvre de Saint-Louis et de Philippe Auguste. Et notamment, il va s'entourer d'hommes très savants en matière de droit, des hommes qu'on appelle des légistes. Il va s'appuyer sur eux. Et notamment, il va entreprendre un bras de fer, cette fois-ci non plus contre les grands seigneurs, mais un bras de fer par une puissance terrible, une puissance temporelle, une puissance mondiale. J'ai nommé la papauté. En effet, le pape de Rome nomme les évêques, qui sont des grands seigneurs français. Et l'autorité de Philippe IV le Bel n'accepte pas cet état de fait. Donc, Philippe IV le Bel, en désaccord avec le pape Boniface, va nommer un pape français complètement soumis aux ordres de Philippe IV le Bel, et la papauté française va s'installer dans la ville d'Avignon. Bref, si vous avez suivi avec attention ce cours que je vous demande de remettre 2 ou 3 fois dans la semaine, vous avez compris que la monarchie capétienne, au début faible et affaiblie, par une succession de guerres, en utilisant le droit féodal, par une succession d'agrandissements du domaine royal, va sortir très renforcée du Moyen-Âge pour devenir une des plus grandes puissances européennes. Et nous verrons dans un prochain cours l'épisode de la guerre de 100 ans. Je vous remercie.